RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir d'être à votre service à travers ce journal télévisé. Donc voici la charpente. La RDC effectivement agressée par le Rwanda via le M23. La récente déclaration du militaire rwandais capturé à Lubero au Nord Kivu, avouant d'être envoyé par le président Paul Kagame sur le sol congolais, en est une preuve irréfutable, voire irrévocable. La journée internationale de la préparation aux épidémies a été célébrée ce 27 décembre. Elle vise à sensibiliser l'opinion sur les effets dévastateurs des épidémies sur la vie humaine. Comme annoncé, la République démocratique du Congo réellement agressée par le Rwanda via le M23. Cette thèse de l'agression est renforcée par les aveux du militaire rwandais capturé dans les collines de Lubero, dans le Nord Kivu, dans la ligne de front. Les forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à restaurer la paix dans la partie Est, ont récupéré dans leurs offensives les armes et munitions abandonnées par les ennemis. Suzy Kibira Omari. La présence des troupes rwandaises aux côtés des terroristes du M23 dans la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo est plus éloquente. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé un militaire rwandais de Rwanda Defense Force dans les collines de Lubero, près de la ligne de front dans la province du Nord Kivu, dans la partie Est du Congo démocratique. Il s'appelle Jean des Dieux Irandukunda, formé au centre d'instruction de Gabiro. Il est le seul survivant de son unité. Blessé lors de sa capture, le militaire rwandais a été aussitôt pris en charge par l'armée congolaise dans le respect des droits internationaux humanitaires. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous vous présentons des preuves. Et parmi ces preuves, nous vous présentons un soldat de première classe qui a été capturé, bien que blessé, mais il a été capturé sur le champ de bataille. Interrogé, le militaire rwandais est passé aux aveux en indiquant qu'ils ont été déployés dans cette région par les autorités rwandaises où ils étaient repartis en 4 divisions sur l'axe Lubero. J'ai été formé au centre de formation de Gabiro. Les FARDC m'ont capturé, ne m'ont pas tué et elles m'ont pris en charge. C'est le président Kagame qui nous a envoyés dans ces opérations au Congo. Plusieurs rapports des experts des Nations Unies ont depuis confirmé la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais aux côtés des terroristes du M23 dans le conflit armé dans l'est du pays. Entre-temps, l'armée congolaise est déterminée à repousser le M23 et les troupes rwandaises en dehors du territoire de Lubero dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, en séjour à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi 27 décembre la réunion du Conseil de ministres pendant laquelle plusieurs questions relatives au développement de cette province ont été évoquées. Nous apprenons qu'il a également visité certaines infrastructures en construction avant de poursuivre son itinérance ce samedi 28 décembre sur Tchikapa. Hier, à son arrivée, le président Tshisekedi s'était adressé à la population lors d'un meeting. Il avait axé son speech sur les priorités de son second quinquennat. Reportage. Mbujimayi est la deuxième étape de la visite de travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï, visite entamée le 24 décembre à Kananga, au Kasaï occidental.
18h15, heure locale, le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba, noir de monde, sur son tarmac et aux alentours des installations aéroportuaires. En compagnie de son épouse, la distinguée Première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République descend de l'avion. Il est accueilli au bas de la passerelle par un comité restreint avec en tête le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Après la traversée de la haie d'honneur, le président de la République salue les membres du gouvernement central présents en Mbuji-Mayi et les notables locaux, députés, ministres provinciaux ainsi que les chefs traditionnels venus tous très nombreux à l'aéroport. C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbuji-Mayi mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités de Mbuji-Mayi, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé. Et avant d'arriver à Mbuji-Mayi, il était à Kananga dans la province du Kasaï central qui est bénéficiaire de plusieurs projets donc, du chef de l'État dont certains sont presque finis. L'Office de voirie et drainage a exécuté plusieurs projets dans la ville de Kananga et dans certains territoires. Cette affirmation est du directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Toumba, qui a apporté une précision par rapport à l'intervention du gouverneur du Kasaï central lors du briefing organisé pendant le séjour du chef de l'État à Kananga. Suivez le DG de l'OVD au micro de Soleil Toumba, notre correspondant. Si l'exécutif provincial dit que l'OVD n'a pas fait quelque chose ici, je crois, ce sera peut-être de la mauvaise foi. Je ne pense pas qu'on peut dire des choses, surtout que l'OVD est son instrument, constitutionnellement. Et lui doit s'impliquer pour donner les moyens à l'OVD, parce que ça dépend de lui. Donc s'il condamne l'OVD, il se condamne lui-même. Parce que constitutionnellement, il a tous les pleins pouvoirs pour agir sur l'OVD. Parce qu'il n'a pas agi constitutionnellement, il a les pouvoirs. Il doit attendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il attend seulement le gouvernement central pour agir. Le gouvernement central a beaucoup de problèmes. Vous avez l'aspect sécuritaire qui demande des ressources importantes. Vous avez la gratuité de l'enseignement. Vous avez la santé universelle où le gouvernement doit mettre les moyens. Et il faut que lui aussi, dans son budget, je crois on lui a posé une question sur le budget, j'ai vu le gouverneur était incapable même de donner les chiffres. L'OVD a fait des choses dans cette ville. Non pas seulement dans cette ville. Nous avons travaillé à Luisa, où on a arrêté une érosion. Nous avons travaillé à Benalek. Nous avons même vu un communiqué de la justice pour dire qu'on a volé 1,3 million. Mais c'est des fausses informations. Je pense que le cabinet du ministre de la Justice l'ont induit à l'erreur en racontant ça, parce que c'est des choses qui existent, qu'on peut visiter, et nous mettons quiconque en défi d'aller voir ces travaux. Je crois que j'ai été reçu par les caucus des députés et j'ai demandé aux caucus des députés, plus particulièrement l'honorable Kabeya, de descendre avec nos équipes à Benaleka. Benaleka, il y a 3 érosions. Nous avons travaillé à la gare. Mais les 2 autres érosions, nous n'avions pas eu de financement pour faire ces érosions. Mais là où on a eu de l'argent, les travaux existent.
Nous avons même, on peut vous donner les consultants indépendants que le FONER a mis en place. Il a constaté l'effectivité des travaux. On peut vous donner une copie de ces procès-verbaux qui montrent que les travaux ont été faits à Benalek. Et je l'ai dit tantôt, le président de la République est attendu à Tshikapa ce samedi 28 décembre. En prévision de cette visite, le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC, Étienne Tshimanga, est déjà sur place à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Objectif, sensibiliser la population pour réserver un accueil chaleureux au président Félix Tshisekedi dans cette partie du pays. Faisant d'une pierre deux coups, le numéro 1 de l'Office congolais de contrôle a organisé des réunions techniques avec l'équipe de l'OCC Agence de Tshikapa. Suivez ce reportage signé Jean-Luc Bakampeda. Un séjour dans la ville de Tshikapa pour l'accueil du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Dr Étienne Tshimanga, a consacré la journée de ce jeudi à des activités de terrain. De chez lui, le matin, jusqu'au gouvernement de province, pour présenter des civilités au numéro 1 de l'exécutif provincial, Maître Crespin Mukendi. Ensemble avec les députés nationaux, Théodore Kazadi Moïla et Serge Junior Lukadi, les patrons de l'OCC mettent son énergie en place pour la réussite du président Tshisekedi. Du gouvernorat du Kasaï, les patrons de l'OCC au Congo fait la ronde de plusieurs points chauds de la ville, accompagné d'une foule immense, sensibilisant les femmes, enfants, hommes et vieilles à accueillir Tshisekedi Tshilombo chez lui. Profitant de son séjour dans la ville de Tshikapa, Dr Étienne Tshimanga a eu à tenir une réunion avec les cadres et responsables de l'agence de Tshikapa, puis avec les agents dans son ensemble. L'objectif, palper du doigt les réalités de cette nouvelle agence, mais aussi prendre des mesures adéquates pour des solutions adaptées. Très flatté du passage du DG de l'OCC, Claude Héritier, chef de l'agence Kasaï, s'est flatté les mains avant de tresser un tableau des besoins que présente son agence pour booster la production de cette agence dans des bandes frontalières, mais aussi être à la hauteur de leurs attributions. Alors que certains de ses collègues restent dans les bureaux climatisés, Étienne Tshimanga fait la ronde de plusieurs groupements incorporés jusqu'au soir, sensibilisant la population à être prêt pour l'accueil du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis venu au niveau du chef-lieu de la province du Kasaï dans l'objectif 1 de sensibiliser la population du Kasaï afin de recevoir le chef de l'État lors de sa mission d'itinérance au niveau du Kasaï. Ndingambane ndimukuneku wakwambila bena Kasaï bena Tshikapa babamanu mokule kwakidila mfumu wajitunga ujuulwa mubuloba bwene nibalongolo le message mimpe abobu kwambila mfumu wajitunga bwana paji mfumu ulwa yeiki ukamana mpata uji mumanyi bokujikira marukai atbikala nawo bantu balwe bamwambi bilu nabo ne balu bonso bobo kwakidila mfumu wajitunga kimei atrumo kwamba bomuchitanchemo. Et on va ainsi quitter l'espace Grand Kasaï pour retourner à Kinshasa où la première ministre Judith Suminwa a effectué le jeudi 26 décembre une tournée à Kinshasa pour inspecter l'avancement des travaux d'amélioration des infrastructures. Elle a souligné l'importance de mener cette visite dans le calme afin de mieux évaluer les conditions réelles sur le terrain. Lors de ces observations, la première ministre a constaté des problèmes d'embouteillage et a entendu des préoccupations des commerçants, notamment ceux du marché Somba-Zigida, qui souffrent de la baisse de la clientèle en raison de l'état dégradé des routes. Suivez ce reportage. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une inspection de travaux de construction et de réhabilitation de voiries de la capitale, accompagnée du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et du président de l'Assemblée provinciale. La chef du gouvernement a entamé sa tournée par la route Kulumba qui relie les communes voisines de Massina et Limete. À cet endroit, elle a constaté la reprise des travaux après une longue période d'inactivité. La première ministre s'est ensuite dirigée vers la 15e rue à Limete, sur la route de poids lourd, où elle a inspecté de près le travaux de bétonnage menant à Massina Petro-Congo, à réduire les embouteillages à Kinshasa. On a été voir les infrastructures. Et c'est ça qui pose problème, parce que même si aujourd'hui des embouteillages, les mamans au niveau du marché Somba-Zigida se plaignent parce que elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état. Mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sous Kabambare, les travaux ont démarré.
Ça va prendre du temps. C'est vrai qu'on est en saison sèche. On a été sur Kukulumba, à Massina. La route va faire le tour pour ressortir sur poids lourd. Bon, on a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement. Mais je pense que ensemble, avec la ville, on va pouvoir faire le travail de manière correcte parce qu'on a commencé, c'est déjà un début et on va devoir poursuivre que le travail s'achève. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas seulement de voir les travaux qui ont commencé, mais c'est de voir comment ils vont s'achever. Je pense que c'est ça le plus important. L'initiative de la chef du gouvernement de descendre sur le terrain pour inspecter les travaux a été fortement saluée par la population. Ces travaux ont vraiment pris du temps et nous craignons que le reste des habitants, que leur maison s'écroule. Depuis qu'ils ont commencé ces travaux, ça fait déjà 2 ans et jusqu'à aujourd'hui, ça ne finit toujours pas. De nombreux Kinois interrogés dans les différentes zones visitées estiment que cette approche favorisera le bon déroulement de travaux et conduira à des résultats convaincants. Faut-il rappeler que l'aménagement du territoire pour une connectivité maximale constitue le 3e pilier du programme d'action du gouvernement souminois. Et voilà une initiative à perpétuer. Ça fait débat, effectivement, la rencontre entre l'ancien président Joseph Kabila et l'opposant Moïse Katumbi à Addis Abeba sur la situation politique du pays, avec notamment le débat autour de la constitution en RDC continue à susciter des réactions dans la classe politique congolaise. La dernière en date est celle de Félix Kayembe, communicateur de l'Union sacrée de la nation et membre de l'UDPS Tshisekedi, qui pense que cette rencontre n'a aucun effet sur la démarche légitime du président Félix Tshisekedi. Suivez Félix Kayembe au micro de André Ikoma. Mais lorsque Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui ont géré ces pays pendant 18 ans, qui ont lamentablement échoué, et donc qui n'ont pas droit à s'opposer à la volonté du peuple congolais, qui veut à tout prix que cette constitution soit révisée ou carrément changée. Joseph Kabila lui-même, en 2011, il revient encore sans honte lorsqu'il a révisé la constitution de 2 tours à 1 tour à l'élection présidentielle. Ils ont organisé aussi certaines révisions qui ont été faites. Nous ne sommes pas les seuls pays à songer comment changer ou réviser la constitution. Au Gabon, très récemment, on a révisé, on a changé la constitution. En France, en Belgique, et même aux États-Unis. Et donc, on ne peut pas nous refuser, nous, de réfléchir comment organiser notre société, notre pays, notre, bien entendu, constitution de la République. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens disent que nous avons peur. Nous, on n'a pas peur. Est-ce le président de la République, est-ce les peuples congolais peuvent avoir peur de M. Kabila et de Moïse Katumbi qui connaissent d'ailleurs leurs limites? Je pense que la peur n'est pas dans notre camp, mais plutôt la peur est dans leur camp. C'est tout simplement parce qu'ils ont vu le FARDC monter en puissance, mettre à genoux l'ennemi. Eh bien, comme ils se retrouvent derrière l'ennemi, ils veulent créer une version du changement de la Constitution. On doit s'opposer à ça. On ne s'oppose pas à l'opinion nationale. On ne s'oppose pas à un peuple qui veut avoir une Constitution adaptée par rapport à nos réalités, par rapport à notre société, pour que nous puissions mieux fonctionner. La journée internationale de préparation aux épidémies est célébrée le 27 décembre de chaque année, institué par l'ONU depuis le 11 décembre 2020. Cet événement vise à sensibiliser l'opinion sur les effets dévastateurs des épidémies sur la vie humaine. Actuellement, des crises sanitaires menacent de submerger les systèmes de santé déjà surchargés dans les pays pauvres. Suzy Kibira Omari pour les détails. Les grandes maladies infectieuses et les épidémies ont des effets dévastateurs sur la vie humaine avec des conséquences néfastes sur le développement social
et économique à long terme. Les crises sanitaires mondiales menacent en effet de submerger les systèmes de santé déjà surchargés, de perturber les chaînes d'approvisionnement et de frapper de manière disproportionnée les moyens de subsistance de populations, notamment des femmes et des enfants, les économies des pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Il est urgent de se doter de systèmes de santé résilients et robustes capables d'atteindre les personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité. La journée mondiale des préparations aux épidémies est une occasion d'interpeller les communautés sur les futures épidémies qui pourraient dépasser les précédentes en termes d'intensité et de gravité. Il y a actuellement un grand besoin de sensibilisation, d'échange d'informations, de connaissances scientifiques et des bonnes pratiques, d'une éducation de qualité et de programmes de plaidoyer sur les épidémies au niveau local, national, régional et mondial en tant que mesure efficace pour prévenir et répondre aux épidémies futures. Il est en outre important d'appliquer les enseignements tirés de l'expérience en ce qui concerne la gestion des épidémies pour mieux les prévenir et éviter l'interruption des services de base ainsi que d'améliorer le degré de préparation afin de réagir et le plus adéquatement possible à une telle situation. Le système des Nations Unies, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, joue un rôle central dans la coordination des ripostes face aux épidémies conformément à son mandat et dans l'appui aux efforts nationaux, régionaux et internationaux visant à prévenir, atténuer et combattre les effets de maladies infectieuses des épidémies conformément à l'objectif de faire progresser l'application du programme de développement durable à l'horizon 2030. Et dans ce même domaine, le syndicat national de médecins de la RDC annonce la radicalisation de la grève des blouses blanches à partir du 28 décembre 2024. Le secrétaire général de cette structure syndicale, Dr John Senga, a donné des raisons de ce mouvement. Il s'agit entre autres de l'indifférence du gouvernement face aux difficultés des médecins et du non-respect de ses engagements pris lors de la commission paritaire tenue à Bibois vis-à-vis de médecins, que cette grève est déclenchée et endurcie les revendications du SINAMED vis-à-vis du gouvernement dans ce papier signé encore une fois par Suzy Kibira Omari. C'est pour indifférence du gouvernement face à la souffrance des blouses blanches et le non-respect de ses engagements pris lors de la commission paritaire tenue au quartier Bibois dans la commune de Lansélé que le syndicat national des médecins de la République démocratique du Congo, à SINAMED en sigle, a décidé de radicaliser son mouvement de grève dès ce 28 décembre 2024. Le secrétaire général de cette structure syndicale, Dr John Senga, a affirmé cette décision dans une déclaration faite devant les médias à Kinshasa. Face à cette indifférence du gouvernement, le bureau exécutif national du syndicat national des médecins a informé les bureaux provinciaux ce qui suit. La grève radicale débute à partir de samedi 28 décembre 2024 à 7h30 sur toute l'étendue de la République, excepté dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, sous état de siège, ainsi que dans les banques de sang. Le médecin directeur, les chefs des départements et des services assument les urgences et commencent à transférer les malades dans les structures médicales de leur choix pour la poursuite de leurs soins, a annoncé Dr John Senga. Pour lui, les bureaux exécutifs provinciaux ainsi que les commissions provinciales de contrôle et vérification sont instruits pour prendre toutes les dispositions pour le respect de cette décision de la base par tous les médecins de service public de l'État. Le gouvernement de la République, par sa mauvaise foi, est seul responsable de toutes les conséquences qui résultent de ce mouvement de grève, a-t-il averti. Le SINAMED conditionne en outre la reprise normale de service par le paiement total de 3 mois de la paye complémentaire des médecins conformément au communiqué conjoint de Bibois. Ces médecins accusent le gouvernement de mauvaise foi pour n'avoir pas honoré ses promesses, notamment d'améliorer les conditions socio-professionnelles des médecins. Les grévistes réclament aussi l'alignement des jeunes médecins à la prime de risque professionnel. Ces médecins engagés par le gouvernement travaillent alors qu'ils ne sont toujours pas rémunérés. Ils demandent aussi l'inscription sur les listes de paye, la mécanisation des médecins qui sont reconnus par la fonction publique. Et sport au football, le Léopard A' de la République démocratique du Congo accueille ce samedi 28 décembre le SAO du Tchad
au stade martyr de la Pentecôte de Kinshasa en match retour après les nuls à Abidjan lors du match aller des éliminatoires du CHAN Total Énergie 2024 pour le sélectionneur congolais Aprime Otis Ngoma. Tout est prêt pour gagner ce match. Attendons voir. Rappelons les principaux titres de cette session d'information avant de nous séparer. La République démocratique du Congo, effectivement agressée par le Rwanda via le M23. La récente déclaration du militaire rwandais capturé à Lubero au Nord Kivu, avouant d'être envoyé par le président Paul Kagame sur le sol congolais, en est une preuve irréfutable, voire irrévocable. La journée internationale de préparation aux épidémies a été célébrée ce 27 décembre. Elle vise à sensibiliser l'opinion sur les effets dévastateurs des épidémies sur la vie humaine. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci pour le monde de votre temps et surtout, bonne suite de programme sur votre chaîne, la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.